Alors, tu te présentes et tu as fait quoi dans les ouvrages? Bonjour, donc je m'appelle. Oui, il faut parler bien. Bonjour, donc moi c'est Thomas, je signe aux côtés et c'est moi qui fais les dessins dans ces ouvrages-là. Moi je m'appelle Grégory Jarry, je suis l'auteur des textes de ces livres-là. Voilà. Et il faut préciser qu'on est aussi les éditeurs. En fait, on a créé une maison d'édition il y a 10 ans qui s'appelle les éditions Flubelub, écrit F-L-B-L-B. Et c'est en gros le bruit que ça fait quand on tire la langue. Si tout le monde essaye en même temps, vous verrez, ça fait le bruit, la Flubelub. Et on sort une dizaine d'ouvrages par an, d'auteurs divers et variés. Et nous-mêmes, on est auteurs également et on fait en gros un livre par an tous les deux. Soit ensemble, soit séparément. Voilà. Moi je suis rassuré parce que je croyais que comme c'était une petite histoire des colonies, c'était encore un front de libération des Bretons et des Basques ou un truc comme ça. Il y en a qui pensent que Flubelub ça veut dire front de libération de la Bretagne. Mais en fait c'est juste le bruit que ça fait quand on tire la langue. Donc d'habitude la BD est un art visuel. Et ils ont un site qui est super intéressant que je vous conseille d'aller voir. Et j'ai essayé de récupérer une petite bande-son pour commencer, pour que ça vous donne une petite idée du travail qu'ils font. Alors je ne sais pas si ça va marcher, hein, on est vraiment dans l'improvisation et l'innovation là. Donc je vais voir ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelques secondes de patience. Vous n'entendez pas? La colonisation. Pour moi, l'histoire des colonies françaises n'est pas une connaissance réservée à l'élite. Tout Français a le droit d'apprendre de faire réellement partie car ça finira forcément par tout savoir. Le second volume de Petite Histoire des colonies françaises vous fera voyager en Algérie, en Afrique, en Asie, en Océanie. Nous regardons par-dessus l'épaule de nos chers soldats. Nous discuterons avec nos plus célèbres colons et nous rendrons leur dignité à plusieurs générations d'Indigènes qui ne furent jamais gagnants. Vive la République, vive la France! Voilà. Donc, je trouve que ça résume assez bien le propos, et puis j'aimerais vous citer une petite citation qu'on trouve dans ce livre. Petite histoire des colonies françaises passe en revue 5 siècles de colonisation, en rentrant bien dans les détails pour qu'on n'en loupe pas un seul aspect positif. C'est un livre sain qui remet bien les choses à leur place. En plus, il est distrayant et conviendra bien aux enfants, généralement mal renseignés sur ces questions. Il y a tout le temps, je trouve, un aspect ironique dans cette petite histoire des colonies françaises. Et plus généralement, pourquoi petite histoire et pourquoi s'est attaqué à cette histoire des colonies françaises? Alors, au départ, j'avais envie de faire quelque chose sur la guerre d'Algérie, comme plein de gens qui ont parlé avant moi. Je ne savais pas trop par quel bout le prendre. J'avais envie de raconter plus ou moins l'histoire de la guerre d'Algérie en l'abordant d'une manière totalement naïve et en sachant juste ce que savent les gens de ma génération nés après la guerre d'Algérie et qu'on a pu apprendre à l'école ou dans les journaux, mais sans avoir forcément une culture historique d'historien précise. J'ai commencé à m'intéresser, j'ai lu quelques livres et je me suis dit tiens, si je veux parler de la guerre d'Algérie, il faut absolument que je parle de la colonisation de l'Algérie, ça me paraissait essentiel, qui a eu lieu en 1830 et elle a eu lieu parce que la France était en gros, à cause de la rivalité franco-anglaise, les Anglais se taillaient un empire dans les Indes, la France ne voulait pas être en reste à ce moment-là et du coup, je me suis dit, si je dois parler de la rivalité franco-anglaise, il faut absolument que je parle du premier empire colonial français en Amérique. Et puis voilà, quand on tire la pelote, je me suis dit, il faut que je raconte les colonies françaises d'Amérique pour pouvoir parler de la guerre d'Algérie. Donc en fait, c'est plutôt en déroulant la pelote de la colonisation qu'on a eu envie de faire une histoire. Puis voilà, après on s'est dit, bon allez hop, faisons une petite histoire des colonies françaises directement, on raconte tout. Au départ, on avait envie de faire ça en 3 volumes.
On pensait que ça allait faire 3 volumes, et puis ça va en faire 5 en fait. Le 5e volume paraît le mois prochain, et il est consacré à l'histoire de l'immigration en France. Voilà. Est-ce que tu peux nous détailler les autres volumes? Le premier volume est consacré à l'histoire de l'Amérique française, parce que historiquement c'est assez bien découpé. L'Amérique française, c'est la conquête des Antilles, de la Guyane, de la Louisiane, du Québec, du Canada et d'autres petits trucs, la Floride par exemple. Et ça s'arrête. Enfin, nous, on l'a fait arrêter précisément à la révolution haïtienne, à la révolte des esclaves noirs de Saint-Domingue, qui ont fondé la première république noire indépendante, qui s'appelle donc Haïti, et qui a eu lieu le 1er janvier 1804, la proclamation de cette république. Le deuxième volume, donc c'est quand même la première colonie française indépendante. On l'oublie souvent, mais c'est Haïti, la première colonie française indépendante. Le deuxième volume démarre avec la conquête de l'Algérie en 1830. Ensuite, il va y avoir la conquête des pays africains avec la conférence de Berlin, ensuite la conquête du Maroc, de la Tunisie d'abord, du Maroc par la suite, et ça s'arrête en gros à la veille de la guerre de 14. Le troisième volume est sur les décolonisations. Il parcourt l'entre-deux-guerres avec certaines guerres de décolonisation qui n'ont pas décolonisé, comme la guerre du Rif au Maroc ou la guerre du Congo-Wara en Centrafrique. Puis ensuite viennent l'Indochine et la guerre d'Algérie, et ça s'arrête après la guerre d'Algérie, au moment des décolonisations africaines et des accords d'Évian. Le dernier volume est consacré, le dernier volume paru est consacré à la France-Afrique, à la manière dont la France, après la guerre d'Algérie, et grâce à Jacques Foccart, grâce ou à cause de Jacques Foccart, mandaté par De Gaulle, ont maintenu leur suggestion sur les pays d'Afrique décolonisés. Comment la France a théorisé ça et l'a effectivement réalisé dans le dos des Français sans que personne n'en sache rien, jusqu'à une période assez récente quand même. Voilà. Alors justement, à propos de la France-Afrique, ça va, c'est bien. Oui, je voulais citer un passage extrait de Petite Histoire des colonies françaises. Vous dites, vous écrivez, sous l'impulsion de la France, il y eut enfin des élections libres dans des urnes en verre en Afrique avec des observateurs internationaux. Et le plus étonnant, c'est qu'elles permettaient aux présidents de se faire réélire 3 ou 4 fois, puis de faire élire leurs fils après leur mort. La magie des Français était plus forte que toutes les magies africaines réunies. Vous n'êtes pas un peu subversif Disons que la manière qu'on a d'aborder tout ça, justement, c'est un sujet qui intéresse énormément de gens, mais en même temps, qui paraît comme ça quand on s'intéresse à l'histoire des colonies. Si on va chercher dans les historiens, c'est passionnant bien sûr, mais c'est un sujet âpre, qui parle de choses très tristes, encore plus quand on est dans des périodes assez anciennes comme l'Amérique française, on peut facilement en rigoler. Quand ça concerne la torture en Algérie, les massacres de la guerre du Rif ou les massacres au Cameroun dans les années 50 ou dans les années 60 ou le génocide du Rwanda, ça fait pas super envie quoi. Enfin, ça c'est mon point de vue super subjectif. Hein. Et du coup, l'aborder par l'humour, déjà, moi je me sens, j'ai envie de faire de l'humour sur ce genre de questions. Je me sens assez proche de Desproges par exemple, qui avait très envie de rire des camps de concentration. Moi j'ai envie de rigoler avec la torture en Algérie par exemple. Je sais bien que c'est une manière de mettre ces choses-là à distance justement. C'est une manière de pouvoir tous ensemble reconnaître que ces choses-là ont eu lieu, de les regarder en face et voilà, pas de s'en amuser parce que il ne s'agit pas de se moquer des gens qui ont vécu ces choses ou qui les ont faites, c'est absolument pas ça, c'est simplement de pouvoir comprendre et intégrer ces choses quoi. Le dessin c'est la même chose en fait. Oui, on allait justement y venir, le dessin. Alors, juste pour terminer sur l'ironie, c'est important, c'est aussi une tradition très française l'ironie. Moi j'ai beaucoup aimé quand j'étais en première étudier Diderot, Voltaire, enfin les grands textes classiques des Lumières qui sont évidemment pétris d'ironie et c'est pas d'aujourd'hui qu'en France on dénonce les crimes des
puissants ou les plus impérialistes par l'ironie. Et je trouvais que c'est justement cette petite histoire des colonies françaises, c'est un petit peu comme le petit dictionnaire des idées portatives de Voltaire. C'était un petit peu dans cet esprit-là qu'on a fait un truc aussi petit et avec de l'humour sur une question aussi cruciale et vaste et sur laquelle il y a eu plein de choses publiées. Moi, en tout cas, j'ai appris plein de choses, parce qu'il y a plein d'anecdotes aussi. Et je voulais parler un petit peu du dessin. Donc, le dessin est très particulier. Il n'y a pas de cases, hein, vraiment. Là, vous avez une scène où c'est grâce à la colonisation française en Amérique, les Indiens se tirent dessus. Vous avez une scène avec toutes les flèches là, qui se lancent. Et il n'y a pas non plus vraiment de bulles. Il y a des onomatopées qui apparaissent. Alors, je voulais demander... même si je pense avoir une petite réponse, pourquoi ce parti pris? Et puis la deuxième chose, c'est en fait le texte et le dessin se répondent, mais souvent de façon décalée. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Je me rappelle plus la première question. Le parti pris technique du dessin. Oui, bah ça rejoint un peu ce que disait Grégory juste avant, c'est-à-dire que comment dire, c'est-à-dire qu'on savait de toute façon qu'on allait montrer des choses, qu'on allait devoir montrer des choses horribles, c'est-à-dire des choses violentes, des choses... des décapitations, ouais, voilà, la GGN... Comment, parce que toutes ces colonisations finalement se sont faites de manière violente, c'est-à-dire qu'on a dû tuer des gens pour pouvoir imposer imposer le pouvoir français dans ces pays-là. Du coup, non, enfin c'est aussi par goût, c'est-à-dire que moi j'aime bien les choses, j'aime bien le dessin synthétique, j'aime bien Réserve par exemple, j'aime bien Sampé, enfin, souvent c'est les deux dessinateurs auxquels je pense quand je dessine, mais il y a plein de dessinateurs comme ça qui pratiquent souvent dans le dessin de presse, un dessin très simple et jeté comme ça, que moi j'aime beaucoup. Et en plus, l'avantage de ce dessin, c'est qu'on peut montrer, par exemple, j'ai fait l'essai, parce qu'on fait pas mal de conférences en lycée ou en collège, quand je dessine comme ça un bonhomme en patate en train de se faire couper en deux à la hache par un autre bonhomme en patate, tout de suite ça fait marrer en fait. Ça fait pas. Alors que si je dessinais de manière réaliste, ce serait alors que voilà, donc ça a cet avantage de dessiner des bonshommes en patate. En plus je précise que je dessine jamais les visages. Donc tout ça est un peu, comment dire, pas désincarné, mais ça laisse de la place au lecteur justement pour investir ces personnages-là. C'est Hergé qui disait que justement si Tintin par exemple a une tête si simple, c'est parce que comme ça n'importe qui peut se projeter dedans en fait. C'est-à-dire que Tintin c'est tout le monde en fait, c'est le lecteur. Voilà, donc c'est un peu cette idée-là aussi. Et puis particulièrement, oui, donc, comme je disais, le fait de pouvoir montrer des choses horribles mais de façon marrante. Puis le fait que le texte et le dessin se répondent et qu'il y a parfois des... Ça c'est une manière qu'on a de bosser avec Grégory, parce qu'avant de faire ça, on a bossé bien 10 ans ensemble. Et donc, c'est à force de bosser ensemble, on a bossé de plein de manières différentes, avec un scénario classique que j'illustrais, ou en Canareschi, alors lui fait le texte, moi je fais un dessin, ensuite je fais un deuxième dessin dont il fait le texte, etc. Enfin, on avait essayé de plein de manières différentes. C'est pas qu'on n'était pas satisfait de ces manières-là, mais disons qu'on a... comment dire, on a trouvé cette manière d'équilibre entre nous, c'est-à-dire que Grégory a envie d'écrire et que quand il fait un scénario, il est un petit peu frustré que finalement ce ne soit pas son écriture qui apparaisse, et que moi quand je dessine d'après scénario, je suis frustré de ne pas pouvoir intervenir dans l'histoire. Donc en fait là, ce qui se passe, c'est que Grégory écrit un texte qui découpe en pages comme ça, qui me file au fur et à mesure, et en général il a une dizaine de pages d'avance sur moi. Et son texte est on peut quasiment lire le texte sans lire le dessin en fait dans le bouquin. Et moi mon truc c'est plutôt sur le texte de réagir un peu comme justement comme on fait par exemple dans le Canard enchaîné par exemple, quand il y a quelqu'un qui fait un article, le dessinateur à côté il va pas illustrer l'article, il fait une vanne qui a quelque chose à voir avec un élément de l'article. Donc souvent moi mon texte il arrive, il complète, il contredit parfois, ou des fois il raconte complètement autre chose, mais il y a toujours un lien avec le texte, mais qui n'est pas de la pure illustration. Il y a même des fois dans d'autres bouquins où à un moment le texte part dans un sens, il raconte un truc, et puis moi les personnages pendant 3-4 pages font complètement autre chose que ce qui se passe. Voilà, donc on aime bien. Alors ce truc-là en plus, ce qui est bien dans cette chose-là, bon, enfin, moi ce que j'aime bien c'est que, bon déjà c'est dynamique, ça donne une lecture très dynamique. On essaie que le lecteur soit actif dans la lecture de ces bouquins-là. Et en plus, ça fait qu'il y a deux voix. Il y a deux voix qui racontent sa même histoire. Et moi, ça me paraît important. Disons que moi, j'ai l'impression d'avoir appris l'histoire de manière complètement linéaire et de manière un peu figée. C'est-à-dire qu'on apprenait l'histoire, surtout en primaire et en collège.
par une suite d'images d'Épinal. Alors voilà, je sais pas moi, Henri IV, la poule au pot, machin, Louis XIV, le roi Soleil, Versailles, mais en fait on n'apprend jamais que l'histoire finalement elle se modifie. On ne raconte pas l'histoire, souvent, en particulier dans les programmes scolaires, on ne raconte pas l'histoire en 1960 comme on la raconte aujourd'hui. Il y a plein de choses qui ont changé, l'État français s'est dit, bah tiens, peut-être qu'on pourrait quand même un petit peu parler de la guerre d'Algérie aujourd'hui aux enfants, parce que moi j'ai rien vu de la guerre d'Algérie quand j'étais au collège par exemple. Et donc dire juste, pas le dire textuellement, mais le dire par la manière dont on a de procéder, dire que l'histoire elle n'est pas... elle est mouvante, enfin, c'est une analyse a posteriori qu'on fait, hein, parce que quand on l'a fait, on l'a pas fait comme ça, mais ça me semble important. Je voulais vous poser une question sur le narrateur dans cette histoire. Il y a d'abord De Gaulle, qui est le narrateur, et ensuite Mitterrand, quand on change d'époque. Alors vous avez fait un De Gaulle bizarre, il est comme une patate, effectivement, alors qu'on avait l'habitude qu'il soit grand et maigre, là il est tout rond. Et puis c'est quoi tous ces poils qu'il a en dessous sa casquette de militaire Donc il est barbu De Gaulle, vous vous rappelez pas ? Une grosse patate avec une barbe. Oui, tout le monde a cette image de De Gaulle. Alors vous rigolez, mais des fois on voit des jeunes, ils disent bah non, t'es comme ça, non. En fait, alors, je vais vous lire le passage parce que c'est comme ça. En fait, il y a un moment où Grégory, dans son texte, faisait dire à De Gaulle, et puis ne soyez pas naïfs, vous savez bien que je ne suis pas réellement le général De Gaulle, car je suis mort le 9 novembre 1970 à Colombey-les-Deux-Églises. En réalité, je suis l'image du général De Gaulle, reconstituée à partir des archives de l'époque. Alors voilà, moi quand j'ai lu ce texte, je me suis dit tiens, ce serait marrant que je ne dessine pas De Gaulle dans son aspect auquel tout le monde s'en rappelle en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait supposer que par exemple dans 100 ans, effectivement, on pourrait recréer, imaginons dans 100 ans, il y a un bug informatique énorme, on perd toutes les images de De Gaulle. Donc peut-être que les gens, les historiens et les archéologues de l'époque reconstitueront De Gaulle à partir d'approximations et se diront tiens, c'était peut-être une grosse patate barbue. Bon, je pense que c'est assez improbable parce qu'on a beaucoup de photos, mais pour des personnages plus anciens, moi je pense toujours on connaît, il y a deux portraits connus, assez connus de Christophe Colomb, qui sont à l'opposé l'un de l'autre. Il y en a un où on dirait Dominique de Villepin et l'autre on dirait Coluche. Donc lequel est le bon, pourquoi ces deux-là pourquoi on attribue l'image de Christophe Colomb à ces deux tableaux qui sont si différents, on ne sait pas, mais voilà, il se trouve que dans l'histoire ancienne, parfois parfois l'image se perd, enfin voilà, c'est difficile de reconstituer. Il y a cette idée aussi que, c'est pareil, c'est une idée qui nous est venue un peu a posteriori, mais le fait de représenter, parce que dans le 4e tome, il y a tous les présidents de la 5e, y compris Sarkozy. Hollande n'était pas encore élu quand on l'a fait, mais on les a tous représentés, chacun à leur manière, en grosse patate avec un couvre-chef et une barbe. Et c'est aussi cette idée qu'on les a dessinés pour ce qu'ils représentent davantage que pour ce qu'ils sont. Et voilà, ils sont tous vieux, ils sont tous goguenards, ils sont tous à nous cacher des choses et à nous le dire parce qu'ils sont bien obligés. Et on a vu par la suite des documentaires, par exemple, sur la vie de Bob Denard ou sur la vie de Focard ou de Bijard, où ils sont vieux, super sympas, ils passent en prime time sur France 2 et ils nous expliquent, ils sont dans leur salon et ils nous expliquent que c'est dur la guerre, qu'ils ont fait des trucs, mais on les voit en même temps comme des vieux papis bien sympathiques et tout. Et en réalité, ils ont fait des choses assez horribles, et des types comme Bob Denard ou comme Bijard, c'était des... Je sais pas si on peut dire que Bijard était une crapule, peut-être, on peut le dire. En tout cas, Bob Denard, on peut le dire plus facilement. Mais ils sont présentés, ils se rachètent une bonne conduite en fait à la fin de leur jour, en nous montrant leur salon et les photos de leur vie, quoi, en gros. Et c'est un peu une manière de rendre ces gens-là inoffensifs alors qu'ils ne l'ont jamais été, quoi. Cette manière de les représenter, à tous ces présidents de la 5e, en bon gros papy barbu, participe un peu de cet endormissement. C'est une manière de le dire, quoi. Voilà. Donc vous avez quand même voulu faire une autre version, je dirais, de l'histoire officielle avec un grand H des colonies françaises, ou peut-être le titre Petite Histoire. C'est décalé, c'est ironique, c'est souvent subversif, mais
C'est quand même sérieux, vous avez fait des recherches historiques, lesquelles pour faire toute cette série hein. Justement, alors l'idée c'était de se réapproprier, enfin moi personnellement, quand j'ai fait ces livres, je les ai abordés, comme je vous ai dit, d'une manière très naïve et pas du tout en tant qu'historien. Il se trouve que j'aime quand même l'histoire, heureusement, mais je voulais combler mes lacunes. Du coup, je suis allé chercher dans des livres d'historiens extrêmement sérieux. Je me suis un petit peu renseigné quand même pour savoir qui était sérieux et qui ne l'était pas, parce qu'il y a un peu de tout dans les livres d'histoire. Et j'ai pioché dans énormément. Il y a des bibliographies à la fin des ouvrages, dans pas mal de livres. Et après, il y a une part subjective dans les épisodes que j'ai retenus. Et ce qui m'a intéressé, c'était de montrer le fil directeur qu'il y a dans toute l'histoire de la colonisation, que c'est toujours le même et que jusqu'à aujourd'hui, dans ce qu'on appelle la France-Afrique, c'est le même fil qui préside au destin des peuples qu'on a colonisés, depuis l'histoire des Indiens Timuacan en Floride, jusqu'à aujourd'hui aux élections truquées de Ali Bongo au Gabon. Enfin, truquées, je suis quand même, j'en sais rien. Et du coup, j'avais envie de montrer ce fil directeur. Et puis ensuite, je me permets de retenir les épisodes qui me paraissent les plus significatifs. Et puis ceux que je me dis, tiens, ça, ah bon, j'en ai jamais entendu parler. Donc du coup, j'ai envie de le mettre, je me dis que je suis pas le seul dans ce cas-là. Et par exemple, dans l'Amérique française, le fait que la France ait colonisé la Floride à un moment de son histoire, dans un épisode totalement farfelu où les Français sont allés coloniser la Floride, puis ensuite ont été obligés de rentrer, ils ont fabriqué un radeau, et ils ont traversé l'Atlantique au XVIe siècle avec des rames, il n'y avait pas de vent, et ils ont été obligés de se manger entre eux. C'est un épisode que personne connaît, que j'ai trouvé assez drôle, et ça montrait assez bien que la colonisation était faite de bric et de broc et d'aventuriers qui faisaient un peu comme ils pouvaient, quoi. Et du coup, pour en revenir à la documentation, évidemment que je ne pouvais pas faire l'histoire de la colonisation, surtout que c'est un sujet un peu brûlant et voilà, sans avoir une solide assise historique. Et quand, du coup, on monte sur les épaules de gens qui ont fait le travail à notre place. Parce qu'on n'est pas historien. Mais après, ce qu'on apporte dans ces livres, c'est qu'on essaie de tirer le fil, et c'est de la vulgarisation en réalité, de montrer comment tout ça s'est passé. On simplifie certainement les choses, et puis on le fait avec distance et humour. Ça répond à votre question ? Oui, mais tu as parlé plusieurs fois de fil directeur du système colonial français. Pour toi, c'est quoi le fil directeur un petit peu, est-ce que c'est de l'improvisation totale, mais après il faut surtout le garder parce que ça peut être intéressant. Oui, il y a ça. Et il y a aussi des histoires de pouvoir en fait. Oui, l'histoire de la colonisation française, c'est d'abord l'histoire, à mon sens, du capitalisme français. Ça peut être une histoire du capitalisme français hors des frontières, hors de l'Hexagone. Et puis après, comment ça s'est fait, effectivement, ça se fait dans les premiers temps de la colonisation c'est un peu improvisé, et puis par la suite, avec les États qui deviennent de plus en plus performants, avec l'arrivée de la République et des services, des ministères, des colonies, etc., de manière de plus en plus rationnelle, et voilà, et c'est théorisé, pensé de plus en plus. Et quand je dis histoire du capitalisme, c'est à la fois du capitalisme des entreprises françaises et puis d'un espèce de la vision géopolitique des dirigeants à travers les siècles, quoi. La Troisième République, etc., voulant le rayonnement de la France, et puis la concurrence entre les Anglais qui a été toujours active jusqu'à même très récemment, le génocide du Rwanda. Si la France a une part importante dans le génocide du Rwanda, c'est aussi parce que le Rwanda est une zone stratégiquement sous l'influence anglaise ou américaine, et qu'il n'était pas question de lâcher un pays où il n'y a rien du tout, mais où les gens sont sous influence plus ou moins française, quoi. Voilà. C'est intéressant de mettre en regard toute cette histoire depuis les origines jusqu'à aujourd'hui, parce que ce fil-là, on le voit assez nettement, quoi. Et je crois que je l'ai trouvé sur votre site, vous allez peut-être pouvoir nous en parler. Vous êtes allé récemment c'était un festival à Limoges,
Enfin, en tout cas, j'ai vu que vous aviez monté carrément une exposition avec 4 pavillons qui rappellent quelque chose, me semble-t-il. Ça rappelle l'exposition coloniale des années 1930. 1931. Oui. Donc avec 4 pavillons, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Et puis, ça se trouve sur le site des éditions, je crois. Ouais. C'est le Festival Angoulême qui, en 2011, nous a proposé de faire une exposition consacrée à cette petite histoire des colonies françaises. Et donc c'était en janvier 2011 et donc ça coïncidait aussi avec la sortie du 4e tome. Et donc cette exposition est séparée en 4 pavillons, donc un pavillon par livre. En fait, chaque pavillon résume un petit peu les livres. Enfin, Hugo a réécrit les textes, on a fait quelques trucs aussi pour cette exposition. Donc l'exposition synthétise un peu les 4 tomes. Et là, elle est en ce moment à Limoges, à la BFM, donc la bibliothèque de Limoges, jusqu'au 3 novembre. Et elle est passée par Poitiers en début d'année. Là. Et voilà, c'est une expo donc le Festival Angoulême finance des expos comme ça qui sont susceptibles de voyager. Donc celle-ci, elle va peut-être partir à Clermont-Ferrand après. Voilà. Et donc ça se présente sous la forme de pavillons, c'est des pavillons en bois. L'expo elle tient dans une pièce assez grande, il faut 200 mètres carrés à peu près pour pouvoir la loger. Elle circule dans les médiathèques actuellement. C'est des pavillons en fait en bois avec des frontons représentant l'un une maison coloniale antillaise, une autre le temple d'Angkor-Wat, un autre le dernier c'est le palais de l'Élysée. Et puis on rentre dans chacun de ces pavillons et sur les murs il y a une partie des textes des volumes, des planches et puis des statues assez drôles sur toute cette histoire. Bien. Avant de laisser la parole au public qui, je suis sûr, trépigne tellement ils ont de questions à poser, je rappelle que vous avez été primé effectivement au festival de Angoulême. Il y avait eu un prix pour le premier volume. Pour le premier volume. Ah, il y a eu le prix Tournesol, c'est-à-dire le prix décerné par les Verts de la Charente. Bien. La Charente ah non, les Verts, non, là c'est là, mais pardon. Donc si vous avez des questions, il faut aussi savoir, j'ai pas eu le temps d'en parler, qu'ils font d'autres choses. Hein. Vous avez pu les rencontrer, les dédicaces sur la galerie à côté. La conquête de Mars, c'est quand la France a... Donc c'est la suite quoi. Après la colonie française, c'est la conquête de Mars. Et là, il y a un 5e volume donc, sur l'histoire des immigrés en France. Et on l'a abordé d'une manière assez naïve encore, en se disant la continuation des colonies, c'est l'histoire des immigrés, parce que les immigrés, c'est que les immigrés de nos colonies. En fait, évidemment non. Et j'ai trouvé finalement très intéressant de mettre en relation l'histoire des immigrés avec l'histoire des colonies, parce que les mécanismes qui sont à l'œuvre dans l'histoire de la colonisation à l'extérieur de nos frontières sont à peu près les mêmes que ceux qui sont à l'œuvre dans l'histoire de l'immigration, en fait, depuis la Révolution française, pour faire travailler des gens dans nos entreprises ou au développement de nos infrastructures à l'intérieur de la métropole. Là aussi, il est évidemment question de l'histoire du capitalisme à l'intérieur ou à l'extérieur de nos frontières. Quoi. En tout cas, vous venez de me donner l'idée pour un 6e tome, puisque vous pouvez vous intéresser à ce qu'on appelait les dom-toms. Ça peut être aussi intéressant. Ce qui reste, ce qu'on appelait les confettis de l'Empire. On en parle déjà un peu dans le oui, c'est vrai. Mais la situation aujourd'hui, et puis voir aussi que ça a souvent changé de nom, ces dom-toms, on les appelle plus comme ça maintenant, c'est devenu Domcom, puis c'est devenu Drôme maintenant, département et région d'outre-mer. Enfin, ça peut être aussi intéressant pour un 6e tome. Mais maintenant, la parole est à la salle. Moi j'aime bien ce parti pris de l'humour, l'ironie sur des périodes très, très sérieuses et douloureuses parfois. J'aimerais savoir si parfois vous avez vu des réactions de gens qui ont été concernés par des événements que vous traitez. Oui, on a eu des réactions violentes parfois, ouais. Surtout par rapport à l'exposition, parce que l'exposition, le fait qu'elle tourne dans des médiathèques, elle est assez imposante. Et elle est donc placée dans des lieux qui sont des lieux un peu publics et avec du passage en plus. Ouais, des gens qui n'ont même pas forcément envie de voir ça, forcément ils le voient. C'est pas comme un musée où on y va volontairement.
ils viennent dans une médiathèque pour... Non, mais le seul truc qui pose vraiment problème en fait dans l'histoire des colonies françaises, c'est l'histoire de la guerre d'Algérie. Il n'y a pas autre chose. Personne nous dit quoi, la révolte du Congo arabe, mais c'est scandaleux sur ce que vous dites là-dessus, ou la guerre du Rif, c'est scandaleux. Non, évidemment. C'est toujours la guerre d'Algérie qui pose problème, et c'est toujours les gens qui... évidemment, ce qui s'est passé là-bas, c'est dramatique, on ne le condamne absolument pas, mais juste on essaie comme les historiens le font, de prendre la distance nécessaire et de dire ce qui s'est passé, c'est tout, quoi. Et après, on le fait avec humour. Et effectivement, pour les gens, soit pour les anciens d'Algérie, mais pas tous, soit pour les anciens pieds noirs, soit pour, surtout principalement ces deux catégories de personnes, il y a des choses qui sont difficiles à faire passer et ils ne voient pas les choses de cette façon-là et on ne peut pas discuter en fait. Voilà. Du coup, effectivement, ça nous est arrivé de nous faire interpeller lors de rencontres ou... voilà quoi. Ça paraît un peu probable en même temps. Ça répond à votre question ? Est-ce que vous pouvez rire, faire de l'humour de tout, ou est-ce que vous fixez certaines limites? Voilà. Pas facile de répondre à cette question. Moi, je pense qu'on peut rire de tout. Voilà. Je fais la même réponse que des proches, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Mais j'ai envie de rire de tout. Ouais. Déjà, il y a des passages où on rigole vraiment avec la torture, par exemple. C'est pas spécialement marrant, je sais bien, mais je trouve que c'est important de pouvoir rire de tout. Et puis après, quelles limites on se fixe, on se fixe juste les limites du respect. On vise personne, quoi, directement, sauf les gens qui ont fait des choses en leur nom. Dans ce cas-là, on peut se moquer de Gaulle, je sais pas quoi. Mais sinon, je pense que tout est question de... Il y a par exemple un passage dans la petite histoire des colonies qui a choqué plusieurs fois, on me l'a fait remarquer. C'est dans celui-là. Je sais plus trop, on parle des appelés. En fait, il faut bien comprendre que l'histoire est racontée par le général de Gaulle et qu'il fait l'apologie de la colonisation. Mais ça n'a pas marché. En tout cas, pour la guerre d'Algérie, ça n'a pas marché. Ils ont été obligés de décoloniser. Et il dit à un moment que ça n'a pas marché parce que les Algériens... Attends, je vais vous retrouver le passage. À la manière du Viet Minh en Indochine, l'armée de libération nationale, donc on est en pleine guerre d'Algérie, menait des opérations de guérilla qui mettaient nos soldats constamment sur les dents. Composée de paysans ignares et durs au mal, elle avait cet avantage sur nos troupes d'être corvéables à merci, tandis que nos appelés étaient des fils à papa couvés par leur mère qui partaient en vrille à la moindre exécution sommaire. C'est pourquoi on les laissait rarement faire le sale boulot, par contre on les obligeait à regarder, il fallait bien en faire des hommes. Voilà quel genre de limite on se fixe pas. Donc le fait que dedans on dise que c'est de la blague évidemment, c'est juste pour que De Gaulle veut justifier qu'on ait perdu la guerre d'Algérie et qu'il dit bah ouais eux ils étaient corvéables à merci, ils n'avaient rien à perdre, puis nous on avait comme c'était des soldats appelés que des fils à papa qui partaient en vrille à la moindre exécution sommaire. Effectivement il y a des anciens d'Algérie qui ont lu ça dans l'exposition, je sais pas, qui ont des copains qui sont morts là-bas, ils trouvaient ça pas du tout drôle quoi, je peux parfaitement comprendre. Mais voilà, moi je suis né après la guerre d'Algérie, bien après, 10 ans après, et je suis pour rien, et c'est comme ça, et on a le droit c'est important de pouvoir mettre tout ça à distance et respirer un peu, quoi, dédramatiser, ouais, voilà. Mais je pense que ça faisait pareil avec les humoristes qui faisaient des livres sur la guerre de 100 ans au XIIe siècle, quoi. Les choses étaient très présentes, les Anglais et tout, et puis finalement on leur disait la même chose et eux ils disaient bah ouais, moi la guerre de 100 ans je l'ai pas vécu, vous comprenez, faut prendre de la distance avec ça. Maintenant les Anglais ils sont rentrés chez eux, il y a eu Jeanne d'Arc, tout ça, voilà. Je voudrais savoir si vous vouliez une portée pédagogique à vos bandes dessinées. Parce que tout à l'heure, vous disiez que vous vouliez prendre du recul, en même temps, vous utilisez l'humour pour raconter ces histoires-là. Mais est-ce que quand même, vous voulez avoir... Évidemment qu'il y a une portée pédagogique. Quand nous, on était jeunes, quand on était petits plutôt même, il y avait une série qui passait à la télévision qui s'appelait « Il était une fois l'homme ». Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent parmi vous, tout le monde. Ça nous a vachement inspiré, mais de rien, parce qu'Albert Barillet, c'est le père de... Il n'est pas très connu en fait en France,
alors que c'est un des grands vulgarisateurs de l'histoire de France pour toute ma génération. Et c'était une série formidable, vachement marrante, pas tellement subversive, mais quand même. Il n'y avait pas d'humour cinglant comme ça s'adressait vraiment aux enfants. Mais il avait cette ambition de faire l'histoire de l'humanité en dessin animé, et ça passait 5 minutes tous les soirs sur France 3, sur la 3. Et avec une vraie volonté sincère de vulgarisation et de pédagogique sur toute l'histoire. Dedans, il y a des épisodes sur l'islam, par exemple, qui me semblent incroyables quand on les revoit aujourd'hui. C'est traité de manière extrêmement réaliste, enfin, c'est vachement bien traité, et les questions ne sont pas éludées. Et voilà, sur ça, c'est une belle série. Et la petite histoire des colonies françaises, c'est un peu un descendant de Il était une fois l'homme, d'une certaine manière. Et on a évidemment une vraie visée pédagogique en faisant ces ouvrages. Ils sont beaucoup lus dans les lycées et un petit peu par les collégiens plus âgés, quoi. Ouais. Mais pas que. C'est pour ça, la portée pédagogique, c'est pas parce que c'est de la bande dessinée ou des livres illustrés que ça s'adresse aux enfants. Il y a aussi des gens à Poitiers qui nous ont un peu embêtés, justement des gens qui avaient fait la guerre d'Algérie, qui étaient un peu choqués par l'exposition, qui sont allés voir la presse en leur disant « Il y a un truc, c'est pour les enfants, dans le hall de la médiathèque, c'est scandaleux, ça parle de la torture, et ça s'adresse aux enfants, c'est des dessins. » Alors qu'en réalité, ça s'adresse absolument pas aux enfants, notre exposition. Et nos livres, ne les achetez pas pour vos enfants de 3 ans. Ou alors faites-le relire dans 15 ans. J'ai rigolé ça parce que tout à l'heure, il y a un monsieur qui m'a fait dédicacer un livre pour son fils de 3 ans. Ça m'a fait bizarre, mais il lui fera lire dans 15 ans. Quoi. Moi je précise que oui, même les adultes, même les professeurs peuvent apprendre des choses dedans. Oui, il y a donc un intérêt pédagogique. Donc vous avez traité des colonies françaises. Quel est votre sujet après Ben, on ne sait pas trop. Moi, en fait, ça fait longtemps que je fais des voyages et j'ai envie de faire des... Bon, pour le coup, on va faire un... Sur Mars, non. Les prochains livres qu'on va faire, ce sera des livres qu'on fera séparément. On en a fait déjà et là, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. On a envie de faire une pause dans notre collaboration, enfin courte. Mais, on a chacun un projet de livre et moi, j'ai fait pas mal de voyages et ça fait longtemps que j'ai envie de faire un livre qui parlerait de ce que c'est de partir en voyage. Et je ne sais pas exactement ce que je vais faire, mais je pars en Chine en fait le mois prochain. Et j'ai fait d'autres voyages et j'aimerais bien faire un livre qui parle de plusieurs voyages que j'ai fait comme ça, à la fois en racontant les pays dans lesquels je suis allé, d'un point de vue politique et historique, et puis à la fois de ce que ça fait que de partir en voyage quand on le fait pas pour les vacances, mais juste pour voyager, pour rencontrer d'autres cultures, les autres, etc. Et j'ai envie de faire ce livre en dessin et en photo, en utilisant un peu le langage de la bande dessinée. Voilà, c'est mon prochain projet. Toi, Thomas ? Moi j'ai un projet de livre, c'est une bande dessinée muette, parce que j'aime bien, j'ai déjà fait un livre en qui est une bande dessinée muette, et j'aime bien, enfin ça se voit aussi là-dedans, parce que moi je fais très peu de texte, et j'aime bien cette référence notamment au cinéma burlesque ancien, j'aime bien les possibilités qu'on a quand on a pas de texte. Un choix là, le choix du rose. Comme dernier en fait. Oui, dernier. Alors moi j'avais posé la question, pourquoi ce choix de rose? Est-ce que c'est pour adoucir le propos? C'est vrai qu'on a des propos incisifs, voilà, comme vous dites. Mais voilà, pourquoi le choix du rose qui est omniprésent? C'est le dernier volume en fait, Je sais plus pourquoi on a choisi. Il est assez... En fait, c'est la deuxième édition, celle qui est rose. Il a été réédité. Et la première édition était lit de vin. Et on trouvait que lit de vin, c'était un peu... Enfin, la couleur de... Lit de vin, vous voyez ce que c'est comme couleur? Pas vraiment vin rouge, mais un peu plus violet que vin rouge. Et ben, on trouvait ça un peu trop foncé par rapport à la lisibilité que ça avait sur le livre. Et le deuxième, on l'a essayé un peu plus rose. Mais en fait, je sais pas, il faut pas forcément y mettre un sens. Le premier bleu, c'est vrai... Au contraire, même, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a choisi notre... Ça nous est arrivé qu'on commence à faire un bouquin dans une couleur, puis au bout d'un moment, on se rendait compte que la couleur donnait du sens. Et du coup, on essaye plutôt de ne pas faire ça. Voilà. Et la couleur, c'est uniquement une manière de... Elle nous sert pour raconter. Au lieu de mettre des cases, on met de la couleur. On met des patates de couleur autour des personnages pour délimiter les espaces
Et il y a un petit langage, une petite mécanique pour lire nos ouvrages, vous verrez. Le dessin, ça se lit comme une bande dessinée, c'est le même langage, mais c'est muet, et c'est pas facile il faut rentrer dedans au départ. Et quand on commence à comprendre les codes de dessin de Thomas, c'est très gratifiant. On commence à comprendre sa petite mécanique, son petit langage, un peu comme quand on lit Reiser. Si vous connaissez les dessins de Reiser, au début, ils paraissent, c'est jeté et tout, ça va vite. Et il faut se mettre dans sa petite musique. Et là, c'est pareil. Et la couleur, elle participe de ça, je pense. Et c'est vrai qu'on essaie d'éviter que ce soit trop signifiant. Elle est plus pour aider la narration. Après, on peut y mettre du sens. Le rose, en fait, c'est pas spécialement parce que la France-Afrique, c'est rose, ou c'est parce que c'est, je sais pas quoi. Rose presque agréable. Juste pour revenir sur la France-Afrique, après toutes les études que vous avez fait, la documentation, qu'est-ce que vous pensez de la France-Afrique aujourd'hui? Aujourd'hui, là, le 13 octobre, ou moi je trouve que... Qu'est-ce que j'en pense est-ce qu'elle est encore bien vivante? Elle est encore bien vivante, je peux vous l'assurer. Tant que, par exemple, les génocidaires du Rwanda seront hébergés en France, sans que personne ne le sache d'ailleurs en France, et ne seront pas jugés ou extradés au Rwanda pour être jugés au tribunal de la haine, je pense qu'elle continuera. Pour le moment, ils sont en France. Voilà, la France-Afrique, c'est un système par définition occulte qui a été mis en place sans que l'on en soit informé et sans aucun crédit, avec l'argent de nos impôts, mais sans que rien ne passe par l'Assemblée nationale. Du coup, c'est un système super pratique pour les gens qui prennent le pouvoir, et ils ont beau dire qu'ils changeront ça. Déjà, il faudrait qu'on sache ce qu'ils vont changer, puisqu'on ne sait pas. Ils peuvent changer les paillettes ou des confettis, mais il n'y a rien qui change. Quand c'est Ali Bongo qui rend le premier visite à François Hollande après son élection, ou 20 mois après son élection, alors que c'est un type qui a été élu d'une manière extrêmement suspecte. Quand le premier président de la République africaine qui téléphone à Sarkozy en 2007, c'est, je sais plus, c'est Omar Bongo, le père. Avant, je sais pas si c'était déjà Obama, aussi avant Obama ou avant, je sais pas quoi, Angela Merkel, c'est quand même surprenant, quoi. Voilà. Et juste, je trouve, pourquoi pas la France-Afrique, pourquoi la France n'aurait-elle pas maintenu des liens très forts de suggestion avec ses anciennes colonies, en plaçant à la tête de ces États des dictatures et en détournant l'aide au développement, etc. Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, soyons au courant et votons pour que ça se fasse. Moi, je veux bien qu'on aille flinguer Thomas Sankara en 1987 sur ordre d'Ipen, vraisemblablement. Mais à ce moment-là, que ce soit débattu à l'Assemblée nationale, que nos députés en parlent et que nous, en connaissance de cause, on sache qu'avec l'argent de nos impôts, Thomas Sankara a été assassiné et qu'on soit d'accord avec ça. Même moi, je ne serais pas d'accord, mais si la majorité des Français est d'accord, dans ce cas-là, je n'aurais qu'à tempérer. C'est un peu le problème avec le nucléaire, en fait. On a fait aussi un bouquin sur le nucléaire. C'est les deux... la France-Afrique et le nucléaire, c'est les deux seuls sujets, les deux seuls domaines réservés de l'Élysée. Jamais n'a été débattu à l'Assemblée nationale qu'il y aurait 56 réacteurs nucléaires en France, que le plutonium, ceci, cela, que la France donnerait la bombe atomique à Israël ou à l'Iran, on était à deux doigts de le faire avant la destitution du Shah, donc en 1979. Ces sujets-là ne sont pas débattus à l'Assemblée nationale, ça reste du domaine réservé de l'Élysée. Ça questionne vachement la démocratie, parce que c'est deux sujets quand même super importants. Voilà. Donc la France-Afrique aujourd'hui, ça continue, et François Hollande, malgré ce qu'il dit, ça continue, quoi. Et puis la France-Afrique, c'est pas que les liens occultes que l'État français entretient avec les anciennes colonies, c'est toutes les entreprises françaises qui font des affaires extrêmement juteuses en Afrique, Bolloré, Bouygues, Rougier et plein d'autres, et qui le font parce que l'État français a réussi à maintenir à la tête de ces États-là des gens qui sont dociles et qui vont ouvrir les marchés des télécoms pour 3 fois rien et choisir comme prestataire de préférence Bouygues ou les ports de Côte d'Ivoire de préférence Bolloré. Donc ça continue. Vous avez parlé, je crois, des massacres au Cameroun. Oui. S'il y a bien un silence actuellement, oui, sur ce dont vous pouvez en parler vous-même, bon,
s'il y a un silence sur ce qui s'est passé au Cameroun à la décolonisation, c'est bien ce propos. On parle de l'Algérie, de tout ce qui s'est passé à la fin des années 50 et des années 60. Mais au Cameroun, la décolonisation était particulièrement sanglante. Extrêmement sanglante. Il y a eu. C'est ça. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensez. Ouais, je peux vous en parler vite fait. Il y a Madagascar en 47. Non, ça va. Je sais où c'est exactement la relâche. Je vais vous lire le petit passage qu'il y a sur le Cameroun dans notre livre. Ça vous donnera une idée aussi de la manière dont c'est traité. Il faut bien se représenter qu'à cette époque, en 1945, partout dans nos colonies, les indigènes demandaient plus d'autonomie. C'était normal, ce que De Gaulle avait promis, on allait le leur donner, il fallait juste attendre 1960. À peu près partout, on prit son mal en patience, on s'assit sur un banc et on fit des petits dessins dans la poussière avec un bout de bois. Sauf au Cameroun. Le Camerounais, c'est plus fort que lui, il faut qu'il cherche la cogne. Il tient cela de l'allemand qu'il avait colonisé avant nous. Impatient, Ruben Oum-Niobé fonda l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, et dès 1948, il se mit à prêcher l'égalité entre les Noirs et les Blancs. Il faut bien se représenter qu'à cette époque, Nelson Mandela cirait les souliers des Boers avec sa langue, dit des bourgs, je crois, des bourgs avec sa langue. Il n'avait pas fait prendre conscience au monde entier que les Noirs peuvent être directeurs d'agences au Crédit Agricole, ou directeurs de Leclerc, ou même directeurs de fonds d'art contemporain. Comment vouliez-vous qu'en 1948, nous puissions comprendre les revendications d'Oum-Niobé ? On entendait bien, les Noirs sont l'égale des Blancs, mais ça ne montait pas jusqu'au cerveau. Alors on a répondu, mais bien sûr que les Noirs ne sont pas différents des Blancs. Et puis on a interdit l'UPC et on a envoyé l'armée. Plus on leur tapait dessus, plus il en sortait de partout et ils se ralliaient en masse à l'UPC. Finalement, Oum-Niobé fut descendu dans son repère. On pensait que ça allait en rester là, mais ses bras droits, Félix Moumier et Ernest Ouandier, reprirent le flambeau et l'indépendance de 1960 n'y changea rien. Alors nous avons recouru à l'arme de destruction massive. Rassurez-vous, personne n'a balancé de bombe atomique. En Afrique, il y a plus simple, l'ethnisme. La rébellion était très suivie en pays bamileke. Alors on fit courir le bruit que les bamileke voulaient le pouvoir pour eux tout seuls et qu'ils n'étaient pas de véritables Camerounais. Ce discours petit à petit s'insinua dans les esprits et il permit au premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo, de faire officiellement appel à l'armée française. De 62 à 64, nos troupes, associées aux troupes régulières camerounaises, remontèrent méthodiquement le pays bamileke du sud vers le nord. Nous exécutâmes sommairement, nous torturâmes, déplaçâmes les populations et bombardâmes au napalm. Les chiffres oscillent entre 100 000 et 400 000 morts. Je sais, c'est pas joli. Mais les Camerounais nous laissèrent faire. Ils avaient eu largement le temps de réfléchir et s'ils nous avaient dit « l'ethnisme, ça va bien 5 minutes », Bamileke, Boussa, Mousgoum, Fulbe ou Shoah, tout ça c'est blanc bonnet et bonnet blanc, nous aurions tout de suite arrêté les massacres. Amadou Ahidjo se maintint au pouvoir jusqu'en 1982, après quoi il céda sa place à Paul Biya, qui doit se faire réélire en 2011, au moment où on a écrit le livre et il a été réélu depuis. Ce sont deux bons présidents qui ont tout fait pour que les plaies de la guerre se cicatrisent et que le rôle joué par la France ne s'ébruite pas. Voilà. Ça résume un petit peu ce qui s'est passé au Cameroun. Et il y a un excellent ouvrage de Thomas Deltombe qui est paru plus récemment que notre livre, qui s'appelle Cameroun avec un K. C'est un ouvrage collectif, et qui raconte cette guerre en long, large, en travers, beaucoup dans le détail par rapport à ça. Mais ça a été une épopée absolument abominable que personne ne sait en France. Par contre, tous les Camerounais savent très bien ce qui s'est passé. Ouais. Et c'est toujours comme ça en fait dans l'histoire des colonies françaises, c'est que les gens à qui on a envoyé l'armée et sur qui on a tapé, eux ils s'en rappellent, tandis que nous on sait rien. Et là aussi je trouve qu'il y a une sacrée injustice et qu'on devrait se réapproprier cette mémoire, pas pour se flageller, juste pour savoir ce qui s'est passé, quoi.